Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est vendredi. Le vendredi, dans les vraies voix, il y a quand même un petit air comme ça, de légèreté. Et pourtant, vous allez voir que les sujets sont importants aujourd'hui. On est ravis de vous retrouver. Vous pouviez bien entendu nous appeler jusqu'à 19h avec un numéro que notre speaktrine du jour, Philippe David, va se faire un plaisir de vous donner. Le 0826 300 300. Qu'est-ce que vous êtes bon dans cet exercice, c'est incroyable. Ah, vous je le faites bien. répète ? Allez-y. Le 0826 300 300. Un peu plus de conviction, Philippe. Dans la version grave. Oui. Appelez le 0826 300 300. Oh là là, ça fait peur, ça fait peur. Il est bon. En tout cas, on est ravis de vous accueillir avec Philippe David. Ça va, Philippe ? Ça va très bien, et Bien. vous ? Oui, très bien, on est ravis. On est en pleine forme. Oh mon Dieu, oui. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur les vols dans les magasins. Faut-il fermer les yeux sur les vols de produits de première nécessité ? Poussés par la crise et l'inflation alimentaire, et de plus en plus d'étudiants, de ménages fragiles ou de personnes âgées ont recours aux vols de produits de première nécessité dans les supermarchés. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage ont bondi de 14% en 2022, Philippe. Oui, Cécile, absolument. Mais voler par nécessité absolue de survie est une notion juridique qui reste complexe. Alors, classement sans suite s'il n'y a pas d'antécédent, ou quand c'est vraiment des produits de première nécessité. Les procureurs classent sans suite. Alors, est-ce que pour vous, il faut fermer les yeux sur les vols de première nécessité pour les nécessiteux, mais par contre être intraitable avec ceux qui ont les moyens de payer et qui volent par plaisir ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a la banque alimentaire, qu'il y a les restaurants du cœur, qu'il y a les associations caritatives, et que donc on ne peut voler dans aucun cas de figure ? Dans tous les cas, un seul numéro, je le répète Cécile, le 0826 300 300. Alors c'est étonnant parce qu'à cette question, faut-il fermer les yeux sur les vols de produits de première nécessité ? Vous dites oui à 51%. Donc c'est vraiment très partagé. À 18h30, oui Philippe David. Ça montre que Sud Radio est très nuancé, contrairement à ce qu'on prétend. Ça dépend, des fois. Si Françoise de Gouane est là ou pas, justement. L'ultra-gauche européenne cherche-t-elle à déstabiliser la République ? C'est à 18h30 pour le coup de projecteur des vraies voix. Groupe factieux, chaos, bordélisation, fragilité de la République. Le gouvernement et de nombreux parlementaires accusent l'ultra-gauche d'être responsable de cette violence, et certains manifestants contre la réforme des retraites, Philippe. Oui, Cécile, et le président du groupe Les Indépendants au Sénat, Claude Maluret, a mis en cause l'ultra-gauche européenne qui, selon lui, cible la République, qui a pour objectif l'insurrection dans le pays. Lors des manifestations, notamment à Sainte-Soline, il y a eu plusieurs manifestants qui venaient d'autres pays. Il y a même eu un Néo-Zélandais qui a été interpellé. Alors, dans tous les cas de figure, vous pensez que l'ultra-gauche fait son métier, elle veut faire la révolution, ou vous pensez que c'est scandaleux, mais qu'elle ne veut absolument pas toucher à la République, ou vous pensez qu'elle veut renverser la République? Un seul numéro, le 0826 300 300. En attendant, l'ultra-gauche européenne cherche-t-elle à déstabiliser la République? Vous dites oui à 62%. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir ma chère Cécile, c'est un trio que j'adore, mais je m'exclus du trio. Entendons-nous, je ne pousserai pas la vanité jusque-là. Voilà. Excusez-moi, mais si vous excluez du trio, ça fait un duo en matin. Non, j'attendais que vous le précisiez. Tellement vous venez me donner des leçons. Je ne vous louperai pas durant les 2 heures. Ça tombe bien. En fait, il dit que le trio qu'il adore, il parlait de René Chiche et Virginie Calmels et moi. Voilà, on a compris. Voilà, exactement. Mais je ne dirais pas qu'il est tort. Comme François Devois, en tout cas, elle est là, Virginie Calmels. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain dans les industries créatives. Ça veut dire plein de choses. Un petit mot sur cette école toujours. C'est du post-bac, c'est pour de l'employabilité dans les domaines qui sont aujourd'hui demandés par les entreprises, c'est-à-dire l'animation 3D, le jeu vidéo, les techniques audiovisuelles web, le marketing digital, le web design, parce que je crois qu'il faut que nous on forme nos jeunes, non pas que avoir les têtes bien pleines, mais surtout aussi avoir des emplois. Absolument, vous avez bien raison. Et un emploi qui est bien pris en compte, parce que c'est quand même le ténor, des ténors de ce... L'empereur. Oui, c'est l'empereur, c'est René Chiche, directeur. Non. René Murdoch maintenant. Murdoch. René Murdoch Chiche. Murdoch, voilà. Directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse. Oui. Comment ça va? Écoutez, moi, quand je vous vois, ça va toujours. Hein. Oh. Moi, le vendredi, c'est un jour de bonheur pour moi. Quand vous voyez En plus, qui il y a
l'étincelante Virginie Calmès à côté de moi. Oui. En face, il y a Philippe Bilger, qui parfois est un petit peu taquin avec moi. Mais quand je vois Cécile et Philippe, c'est le bonheur. Vous pouvez répéter. Quand je vois Cécile et Philippe, c'est le bonheur. Vous pouvez répéter. Voilà, c'est l'autocongratulation. Allez, vous voulez nous congratuler 0826 60 300, on vous donnera la parole, il n'y a aucun problème. Et notre vraie voix du jour, Richard est avec nous. Il nous appelle de Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir à vous. J'aime bien parce que nos vrais voix auditeurs, ils sont très calmes. Ils doivent nous entendre en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de téléphoner, mais mon Dieu, mon ami. Richard, vous faites quoi dans la vie, qu'on vous découvre un petit peu? Ingénieur. Ah, magnifique. Cadre. Ah, vous êtes cadre. Ingénieur dans quoi? Là, je bosse dans l'industrie, en fait, dans l'agro. Ah, Dans très bien. l'agro, très bien. Et ouais, À Toulouse même. on fait manger les gens. Oh, bah dis donc, c'est bien. Et bien manger. Et bien Voilà. manger, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est des bons produits. Voilà, et je suis plutôt fier de la boîte pour laquelle je bosse. Eh ben voilà, vous pouvez pas Non, je vais pas la citer. Non, je vais pas faire de placement de produits. Non, vous pouvez pas faire de placement, mais vous pouvez nous envoyer des produits. Enfin, faites ce que vous voulez. Non, plaisante. Elle ne pense qu'à manger. Elle ne pense qu'à Ah, manger. une chiche. Mais oui. Comme dirait René. Il a dit chiche, comme dirait René. Vous allez bien? En tout cas, vous restez avec nous, Richard, puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Et la chanson, et je dirais même l'hymne du jour. Qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est l'OM, Van Halen. Bien entendu. Et pourquoi aujourd'hui l'hymne de l'OM, c'est les 3 ans de la disparition de Pape Diouf aujourd'hui. Oui. Voilà. Président mythique de l'OM. Le dernier Absolument. titre de champion de France de l'OM en 2010, c'était Pape Diouf qui était le président, qui nous a quittés, comme le disait Cécile, il y a 3 ans aujourd'hui, un grand président de club de foot. Oui, c'est vrai qu'avec Bernard Tapie, c'est les 2 présidents qui ont marqué Et l'histoire. très antithétique, si j'ose dire, l'un et l'autre. Pas du tout le même tempérament. Ah non. Mais Pape Diouf me Une paraissait belle éloquence. un homme tout à fait réfléchi, serein, une grande classe pour un président de club. Absolument. Un petit mot peut-être, René C'est Chiche. un ancien journaliste. Absolument. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de l'interviewer lorsqu'il avait voulu être candidat à la mairie de Marseille, il me semble. Oui. Et c'est vrai qu'il c'était un homme extrêmement charmant, extrêmement en plus drôle et érudit, et qui avait une vraie passion pour Marseille. Et je garde un super souvenir un de Pape vrai Diouf. personnage. Ah oui, un vrai personnage. Virginie Vraiment. Calmels, vous vous intéressez au football? Je m'y intéresse comme beaucoup de femmes dans les grands événements. Ouais, Voilà, c'est quand ça. la France est en jeu, là, d'accord. c'est mon côté patriotique qui prend le dessus. En revanche, je pourrais pas vous dire Le dans les détail des détails clubs, non. sur les 2e divisions, là, ça me dépasse. Mais quand la France et les grandes équipes sont à l'affiche, là, ça me plaît. Voilà. Et ben en tout cas, Évitez voilà. de nous rappeler la finale France-Argentine cardio au tir au but, ce serait sympathique. Ouais, c'est ça. Et Virginie ne lançait n'importe quel sujet, mais pas le foot. Sinon, durant 2 heures, il a une mémoire phénoménale. Sinon, c'est l'enfer. En tout cas, on a une pensée pour les Marseillais, bien Oui, entendu, une pensée. aujourd'hui. Allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, avant que vous requérissiez, j'ai fait exprès pour voir comment vous reprendriez. Mais bien sûr, vous parlez un Che parfait Guevara français. disait « La révolution est comme une bicyclette, si elle n'avance pas, elle tombe. » Et vous dites « Un candidat, ça ne se cherche pas, ça s'impose. » Je voulais un peu parler des Républicains, tout le monde. Et, Philippe me regarde. voilà. Et c'est très drôle, d'ailleurs, au moment où on me donne la parole pour le point de vue du procureur, je mets mes lunettes comme si ça allait m'aider en quoi que ce soit. Mais non, en effet, j'ai été frappé par le titre d'un journal ce matin disant que les Républicains étaient dans le brouillard. Après tout, ça n'est pas honteux en soi, mais qu'ils cherchaient désespérément, c'est moi qui ajoute l'adverbe, un candidat. Et ça, c'est peut-être le signe du plus grand malaise chez eux. On ne recherche pas un candidat. Il s'impose, même si je n'étais pas hostile, vous le savez, Virginie, à des primaires loyales et convaincantes. Mais il s'impose. Alors, pour l'instant, il est clair que chez les Républicains, il n'y a pas un candidat qui s'impose, et surtout pas, paradoxalement, celui qu'on nous vend depuis plusieurs mois et qui disparaît sous la table démocratique à chaque fois qu'on a besoin de lui. Je pense à Laurent Wauquiez. Ouais.
Virginie Calmel, vous connaissez bien la maison Les Républicains. Je vous rappelle que, modestement, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'incarner une troisième voie entre Ciotti et Pradier. On a vu combien ils sont divisés, notamment sur la réforme des retraites. Ouais. Et j'avais essayé de me présenter à la tête de ce parti qui avait cru bon de m'invalider pour des motifs qui étaient fallacieux. Et du coup, j'ai gagné en justice mon référé. Néanmoins, je les ai laissés, je me suis retirée parce que sinon, ça décalait d'1 an l'élection et je trouvais en responsabilité qu'il fallait laisser l'élection se dérouler sans moi. Mais donc je regarde comme Philippe Bilger avec parfois un peu de tristesse le spectacle. Moi je partage totalement ce que vient de dire Philippe Bilger. Je pense que d'abord quand on aspire à prendre des responsabilités, on ne doit pas jouer planqué. Je crois que la qualité numéro 1 d'un homme politique ou d'une femme politique, il me semble que ça devrait être le courage. C'est ça dont on a le plus besoin, avec évidemment une vision, parce que s'il n'y a pas de vision, on ne voit pas très bien comment entraîner derrière soi. Mais le courage, c'est de prendre des positions claires, et notamment, je pense qu'il y a des impasses qu'on peut peut-être se permettre de faire quand c'est des sujets secondaires. La réforme des retraites, là, on est au cœur du réacteur. Ouais. C'est vrai que ne pas avoir entendu Laurent Wauquiez sur cette séquence, à mon avis, d'ailleurs, va lui porter grandement préjudice, parce que ça le disqualifie un peu vis-à-vis de ses propres troupes. Certains ont eu l'impression d'être lâchés. Je pense que c'est le cas de Ciotti, qui, lui, a quand même soutenu le gouvernement à un moment où c'était pas simple. D'autres vont se dire que finalement, il joue pas clair. Donc, est-ce qu'il était pour, est-ce qu'il était contre? On n'a pas très bien compris. D'autant que ses propres troupes à lui, c'est-à-dire les députés Rhône-Alpes, ont voté la censure. Contre, ouais. Donc, ça a mis un espèce de bazar dans la famille des Républicains. Alors, j'aurais tendance à dire qu'ils n'avaient pas besoin de ça. On tire pas sur une ambulance. Mais voilà. Ça, c'est très important. Voilà. Et Philippe, non, parce que je pensais qu'on faisait 1 heure sur Laurent Wauquiez. Allez-y, René. À la fois concis le et clair. est très important. Concis et clair. Non, mais ça tombe très bien parce que je me souviens, il y a 2 semaines, j'ai parlé de ça, de Laurent Wauquiez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'absence de Laurent Wauquiez, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. En même temps, Philippe, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si à un moment donné, ce candidat ne s'impose pas, il va bien falloir le chercher et le trouver. Donc ça, c'est une nécessité. Et actuellement, d'ailleurs, dans le paysage politique français, il y a le finalement chercher, c'est pas bon signe de dire ça. Comment dire le chercher, ça n'est pas bon signe. Oui, non, mais ils vont bien être obligés de le chercher pour le trouver. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs candidats possibles, mais il faudra bien le trouver à un moment donné. Et en fait, finalement, dans le paysage politique français, il y a que 2 partis qui ont des candidats qui s'imposent. C'est Marine Le Pen pour le RN et éventuellement Jean-Luc Mélenchon s'il est encore candidat en 2027. Sinon, les autres partis seront dans la même problématique. Si vous voyez même la succession de Macron entre Renaissance et Horizon, ça va être compliqué. Sur le second, je suis pas d'accord. Il ne s'impose pas. Moi, je pense que si. Je pense que c'est. Enfin, ça va être discuté de mon point de vue. Je pense que Ruffin sera peut-être. Oui, mais naturellement, ça restera quand même le candidat de la France Insoumise. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Ouais. On reviendra sur les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu et vous l'avez peut-être lu dans les commerces, ces produits qui sont désormais protégés comme des articles de luxe parce qu'ils sont largement volés par des familles précaires, par des étudiants. On va en parler dans quelques instants avec cette question du jour. Faut-il fermer les yeux sur ces produits de première nécessité? Vous nous dites oui, non, 0826 300 300. Est-ce que ça vous scandalise? Est-ce qu'il faut fermer les yeux? On vous attend standard. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Peut-être encore au travail, peut-être parti, peut-être en voiture, peut-être parti en week-end dans votre jardin, sous la pluie. Enfin, dites-nous d'ailleurs, tiens, sur les réseaux sociaux où vous êtes. On sera ravis en tout cas de le savoir et de partager avec vous. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse. Parfait, non mais pour l'instant je reste sobre. Oui. C'est-à-dire qu'on va monter d'un cran. Bien entendu. Virginie Calmel est avec nous, présidente fondatrice de Futurae, une école des métiers de demain dans les industries créatives. La plus grande école du monde. Allez voir sur le site internet, il y a peut-être forcément une formation pour vous. Et vous, au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Happy birthday to you. Félix Mathieu. Happy birthday to you. Félix Mathieu. Happy birthday to you. Félix Mathieu. Je vais vous dire. Birthday to you. Ça tombe bien parce que les 3 mots dans l'actu sont surprise, inculpation et pizza. Il y en a un qui vous concerne. Eh oui, la surprise de Clermont-Ferrand du côté de la CGT. Sa nouvelle secrétaire générale s'appelle Sophie Binet, 41 ans, féministe, écologiste. Elle n'était pourtant pas l'une des 2 favorites. L'inculpation de Donald Trump, il va comparaître en justice sans doute demain, une première pour un ex-président américain. Et puis le pape François va beaucoup mieux, il a même mangé de la pizza, nous dit le Vatican. Vous saurez tout. Les vraies voix Sud Radio. Je vous
demande de vous lever tous pour notre camarade secrétaire générale Sophie Binet. Emmanuel Macron, si tu continues, il va faire tout noir chez toi. À peine élue, la nouvelle patronne de la CGT a entonné le chant des militants de la fédération Mine Énergie. Manière de tendre la main à cette CGT en pointe dans la lutte contre la réforme des retraites et en conflit ouvert avec la direction sortante. Vous savez que finalement, Elisabeth Borne et le gouvernement qui n'avaient pas le temps de rencontrer l'intersyndicale, autre chose à faire, ont subitement annoncé qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne et nous irons toute l'intersyndicale unie pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée. Nous ne lâcherons rien. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de suspension, il n'y aura pas de médiation. On gagne le retrait de la réforme des retraites. On ne reprendra pas le travail tant que cette réforme ne sera pas retirée. Sophie Binet, 41 ans, première femme de l'histoire de la CGT à occuper le poste de secrétaire général. C'est l'une des représentantes du syndicat des cadres, un profil plutôt inattendu pour diriger la deuxième organisation syndicale française, encore très structurée autour de puissants bastions ouvriers. Féministe, ancienne membre du PS et de l'UNEF, très engagée contre le CPE en 2006, le contrat première embauche. Elle est aussi engagée sur les questions environnementales. Sophie Binet n'était pas l'une des deux favorites, donc Marie Buisson de l'équipe Martinez ou bien sa concurrente Sophie Verzelletti, l'ancien patron du syndicat concurrent. Cécile Verzelletti, oui, effectivement. C'est tout trompé, quoi. Seule Cécile. Il y en a qu'une. Donc finalement, et Cécile B2000, il y en a deux. Donc du coup, la nouvelle chef de la CGT, c'est bien Sophie Binet. Sophie Binet, la surprise finalement sortie du congrès. L'ancien patron du syndicat concurrent Force Ouvrière réagissait à chaud à cette élection surprise ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Vous savez, comme ça arrive parfois, quand vous avez deux candidats ou candidates qui s'affrontent et qui sont à 50-50, la solution c'est d'aller chercher un ou une troisième. C'est ce qui s'était passé avant le congrès avec Louis Vianney, au départ de Louis Vianney. Mais là, oui, c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense que pour la CGT, c'est un bon choix. Ancienne conseillère principale d'éducation, CPE à Marseille, puis au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, la nouvelle secrétaire générale de la CGT a aussi dit vouloir, je cite, porter au même niveau fin du monde et fin du mois. Une femme à la tête de la CGT, ça vous inspire quoi, Philippe? On en parlera tout à l'heure avec Virginie Calmels. Absolument. Et c'est une première pour un ex-président des États-Unis, inculpé au pénal. Donald Trump va comparaître en justice. Oui, inculpé pour avoir acheté le silence d'une star du porno en 2016. Il devrait comparaître certainement demain devant la justice pénale de New York. Un fait sans précédent pour un ancien président américain. Il dénonce, je cite, une persécution politique. Pas de commentaire, en tout cas, de son successeur Joe Biden. Non, je ne vais pas parler de l'inculpation de Trump, a répondu au journaliste l'actuel locataire de la Maison-Blanche au moment de monter dans son hélicoptère tout à l'heure. Donald Trump rêve en tout cas de revanche en 2024. Il est officiellement inculpé pour avoir versé $130 000 à Stormy Daniels juste avant la présidentielle de 2016. A priori, pas d'image infamante de l'ancien président menotté à ce stade de la procédure. Un porte-parole du parquet indique avoir organisé avec sa défense sa reddition devant le procureur du district de Manhattan pour une audience d'inculpation. Certainement demain donc. Est-ce que vous pensez que la justice américaine veut, vous me passerez l'expression, se faire Trump? Mais même si elle ne le voulait pas, il y met beaucoup du sien, parce que cette affaire est paradoxalement la moins grave de toutes celles qui risquent de l'atteindre très sérieusement, et on n'a pas le choix, dès lors qu'évidemment il a fait ce qui lui est reproché et qui semble plausible, mais il adopte une démarche qu'on a beaucoup connue chez certains politiques français. À chaque fois qu'ils sont mis en cause, ils disent que c'est un complot, qu'on leur veut du mal et que la justice a tort. Mais ça n'est, je pense qu'on a raison. Oui. Et en même temps, il va se servir de cette inculpation pour se victimiser exactement avec ses nombreux partisans. Et par contre, ce que j'ai appris, c'est que éventuellement, s'il était en prison, il aurait le droit de faire campagne depuis la prison, selon la législation américaine. Ce qui est quand même incroyable, ce qui montre quand même le système politique et américain qui est incroyable. Mais donc, à mon avis, il va s'en servir.
Virginie Calmel? Oui, je pense que, comme l'a très bien dit Philippe Bilger, il y avait beaucoup d'autres choses que là, on a quand même le sentiment de choses entre personnes adultes consentantes. On met un peu en épingle. Alors évidemment, c'est pas terrible en termes d'image, on va dire morale. Il a payé son silence. Mais voilà, il a payé son silence. Mais est-ce qu'in fine, c'est une sorte de transaction, mais j'ai pas l'impression que cette dame n'était pas consentante et elle était aussi consentante pour se faire acheter. Donc bon, tout ça fait que c'est vrai qu'on dirait que c'est un peu quand même le petit bout de la lorgnette. Voilà, je crois que effectivement, il va jouer dessus pour se victimiser, mais j'imagine que derrière sortiront des choses. Je suis juste un peu vexé parce que vous avez dit, comme a très bien dit Philippe Bilger, et moi vous n'avez rien dit sur moi. Mais ça va venir. Je note Virginie. On verra tout à l'heure, au fil de l'émission. Non mais continuez Virginie. Philippe. Et on traverse l'Atlantique. On verra, j'ai dit on verra, j'ai pas dit que c'était sûr. Et on traverse l'Atlantique pour terminer par le bulletin de santé du pape François. Oui. Hospitalisé à Rome pour une bronchite, François doit sortir de l'hôpital samedi. Il sera présent à la messe des Rameaux le lendemain, dimanche. En attendant, il a mangé de la pizza avec ses médecins et infirmiers hier soir, nous apprend le Vatican. On y perd un peu en mystère, certes, mais les croyants vont peut-être y trouver de quoi se rassurer. L'état de santé du jésuite argentin de 86 ans est en nette amélioration selon ses médecins. Il a même lu quelques journaux. Voilà, il reprend petit à petit ses activités. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. Faut-il fermer les yeux sur les vols de produits de première nécessité, puisque vous savez que maintenant sur les articles de première nécessité, ils sont protégés comme des articles de luxe, beaucoup plus de vols, on en parlera dans quelques instants. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous estimez que il faut pas forcément arrêter ces personnes, il faut les laisser filer comme font certains aujourd'hui centres commerciaux qui décident effectivement, comme ce sont des clients, de récupérer la marchandise et de les laisser filer. 0826 300 300 vous attend standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous accompagner régulièrement et nous, on est ravis de vous accompagner bien entendu dans votre quotidien tous les jours de 17h à 20h avec Philippe David. Avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse, et Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain pour les industries créatives. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Des produits de première nécessité, nouvelle cible des voleurs qui échappent au système de sécurité. Les plaintes des magasins pour vol à l'étalage ont augmenté de 17% en France. Un phénomène renforcé ces derniers mois avec l'inflation. Certains étudiants, des retraités aussi, décident donc de ne plus payer tous les produits à la caisse. Je prends un ou deux articles en plus à chaque fois que je fais mes courses. En fait, ça peut être des légumes, comme ça peut être de la viande, tout comme ça peut être un pot de miel. Ça sera tout simplement sa plaquette de beurre, ça sera son morceau de fromage, sa tranche de jambon, c'est des produits basiques. Mon salaire n'augmente pas et j'ai aucun scrupule à le faire et moi ça me permet de manger. Viande, poisson, chocolat dans les commerces, ces produits sont désormais protégés comme des articles de luxe, une conséquence de la crise de l'inflation qui pousse les plus précaires à voler des produits de première nécessité. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le vol à l'étalage ont bondi de 14% en 2022, Philippe. Oui, Cécile, et d'ailleurs on met maintenant des antivols sur certains produits alimentaires. Mais est-ce que c'est une notion juridique, la nécessité absolue de survie, qui garantirait une impunité? Vous pensez qu'on doit poursuivre le vol parce qu'il y a la banque alimentaire, il y a les restos du cœur, il y a toutes les associations caritatives, où vous dites, écoutez, il faut quand même, il y a tellement de misère en France, il y a près de 10 millions de pauvres, on doit passer l'éponge. Dans les deux cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité Loïc Guérin est avocat, est avec nous, avocat pénaliste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de revenir vers vous sur cette pénalisation, enfin de pénaliser effectivement ces vols, Philippe Bilger, vous en pensez quoi? Est-ce que vous, selon vous, il faut, comme certains supermarchés le font, de dire c'est leurs clients, donc on récupère la marchandise et on laisse passer, ou alors il faut pénaliser ces gens? Alors, il y a plusieurs cas de figure, Cécile, et je le dis avec modestie, dans la mesure où j'ai quitté la justice pratique depuis un certain temps. Mais sous le contrôle de notre ami avocat, lorsqu'on récupère la marchandise, compte tenu des circonstances d'aujourd'hui, je trouverais normal que dans un accord entre le gérant et celui qui a volé, il n'y ait rien.
Et même à l'époque où j'étais en activité, j'avais appris que il pouvait y avoir évidemment des classements sans suite lorsque l'intention frauduleuse existait, mais qu'elle était tellement battue en brèche par l'état de pauvreté qu'on considérait qu'il fallait classer. D'autre part, à l'époque également, on considérait qu'il fallait classer les vols à partir d'un certain montant. Je crois, je n'ai plus le chiffre en tête, mais évidemment, aujourd'hui, on pourrait continuer à utiliser cette méthode. Mais dernier élément, et je réponds pour faire plaisir à Philippe directement à la question qui m'est posée, il est évident qu'il serait, à mon avis, absurde de ne plus poursuivre, quelles que soient les circonstances et les modalités du vol. On vit dans une société où la transgression sur quelque support que ce soit est devenue tellement la norme que ce serait adresser un très mauvais message que de ne plus poursuivre à cause de raisons parfois honorables, mais qui ne sauraient justifier toutes les appropriations frauduleuses, comme diraient les gauchistes. Virginie Calmel. Je suis encore d'accord avec Philippe Bilger. D'abord, je suis mère de famille. Quand on a des enfants, 14 ans, 16 ans et demi, en tant que maman, et je pense plus généralement, il est quand même important de rappeler le bien, le mal. On ne peut pas sortir des références. Il faut quand même qu'à un moment, il y ait un cadre, et ce cadre s'applique, je dirais, malgré, en dépit des circonstances et de ce qui peut pousser certains à commettre ce type de vol. Deuxième point, je ne voudrais pas qu'on confonde, parce que derrière c'est quand même un sujet d'honnêteté, pauvreté, malhonnêteté. Moi je vais vous dire, dans ma carrière personnelle, que ce soit à la tête de grandes boîtes ou en politique, c'est pas forcément les plus démunis qui sont les plus malhonnêtes. Et je crois qu'il faut à un moment donné se dire qu'au fond, il y a des gens qui transgressent. Vous avez employé ce mot, Philippe, et je pense que c'est un des mots de notre société. On voit qu'on est beaucoup dans la transgression, mais cette transgression, elle s'applique parfois plus à certaines personnes qui n'auront pas de circonstances atténuantes, qui ont eu des bonnes études et qui ont des bons niveaux de salaire. Vous pensez, comme Virginie Calmel, d'ailleurs, dans le dossier du Figaro, des gens qui ne sont pas du tout nécessiteux racontent, moi je vole parce que je trouve que les supermarchés volent les clients, et vous êtes scandalisé. Venez nous le dire au 0826 300 300. René Chiche. Alors, moi, je trouve qu'il y a à la fois la raison et le cœur. Effectivement, si on a affaire à des véritables délinquants qui volent en permanence dans les supermarchés ou dans les hypermarchés ou dans les supérettes ou je ne sais quoi, effectivement, il faut les condamner et les pénaliser. Mais vu la misère actuelle, vu la pauvreté actuelle, je crois qu'il y a aussi quand même parfois besoin de réagir avec le cœur. Lorsqu'on a par exemple une mère de famille qui va voler des couches-culottes parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'occuper de ses enfants, je trouve qu'il est normal de ne pas la punir. Et vous voyez, j'irai même plus loin. Je trouve que ça serait tout à l'honneur, alors ça peut-être un peu surprendre, hein. Moi je trouve que ça serait tout à l'honneur du supermarché, non seulement peut-être de lui faire un petit rappel, une réprimande à cette mère de famille qui est dans la misère. Et je terminerai aussi par rapport aux choses alimentaires. Non seulement une réprimande, lui laisser ses couches-culottes, et même, pourquoi pas, vous voyez, lui donner 5 ou 6 paquets de couches-culottes pour qu'elle puisse vivre un peu plus longtemps avec ça. Et pour ce qui est des choses alimentaires... Mais vous imaginez, René, pour les petits commerçants qui se payent même pas... Je parle des... Non, attendez, je parle des grands, hypermarchés, bien sûr. On est toujours... J'exprime mon opinion. Mon opinion qui est une opinion là, de générosité. Non, si vous voulez, je la partage. Et deuxième chose, pour les choses alimentaires, il y a une telle misère, justement. Alors, on parle effectivement des restaurants du cœur, etc. Mais il y a des gens qui ont vraiment honte d'aller dans ce genre de choses. Ça, c'est vrai. Et donc, ils n'ont pas d'autre solution que de voler. Et j'ai eu l'exemple d'une femme de 70 ans qui a volé 40 € de viande et de jambon. Écoutez, on ne va pas la pénaliser et vraiment la punir encore plus pour ça. Il faut quand même tenir compte de cet élément. Mais René Chiche, la justice le fait. La justice le fait. C'est-à-dire que la justice est quand même dans la mansuétude. Mais c'est une différence de tenir compte du track record des personnes ou de dire on dépénalise. C'est quand même pas la même chose. En parlant de justice, un avocat est avec nous. Il est pénaliste. Loïc Guérin, entre le cœur forcément et la justice, voilà, c'est quoi la bonne solution? Alors déjà un petit rappel, mais effectivement ça a été très bien résumé à l'instant, la situation du droit aujourd'hui, brièvement, parce qu'on va pas être exhaustif ce soir, c'est un peu plus complexe, mais en termes simples, vous avez
en droit français un type d'immunité, une forme d'immunité qui s'appelle un fait justificatif, qui est calqué et qui est très parallèle à la légitime défense, qui est l'état de nécessité. Ça existe dans le code, c'est prévu, il y a des dispositions, il y a une jurisprudence qui d'ailleurs est assez rigoureuse, pour pas dire très rigoureuse, on laisse passer assez peu de personnes finalement sur le bénéfice de cette légitimité-là. Donc ça existe. Il n'y a rien à codifier, ça existe déjà. C'est une question d'interprétation par les tribunaux. Premier point. Deuxième point, les tribunaux au cas par cas peuvent et font en général une appréciation au cas par cas de la situation des individus qui leur sont amenés. Ce qui veut dire quand même qu'ils ont été interpellés par le magasin, qui généralement a le choix ou non d'appeler les forces de l'ordre. Il peut régler ça avec les vigiles. On met dehors, on récupère les biens et ça se termine là. 9 fois sur 10, c'est comme ça que ça se passe. Si toutefois ils veulent aller plus loin, parce qu'en général ils ont des fichiers, ils voient un petit peu qui revient régulièrement, là on appelle les forces de l'ordre, qui se déplacent ou pas selon les moyens du moment. Avec vous pour ça. Ils ne dépassent pas toujours. Et ensuite on poursuit. Généralement c'est de la comparution immédiate. Alors problème de la comparution immédiate pour en avoir fait dans les jeunes années, c'est un peu de l'abattage. Donc c'est lui qui tout double. Tomber sur un juge répressif un peu énervé qui est mal réveillé, vous prenez cher. Vous avez de la chance, tomber sur un magistrat qui fait une pige à Noël, il vous laisse passer et ça va. Donc ça, c'est très aléatoire. Ça, c'est l'état du droit, d'accord ? Et avec, dedans, tout l'attirail, il n'y a rien à réformer. Encore une fois, ne légiférons surtout pas plus qu'on a déjà fait. Ça suffit, le code, il suffit. Vous pouvez faire une dispense de peine, vous pouvez faire des tas de choses, un rappel à la loi. Le procureur a la possibilité, c'est l'opportunité des poursuites, de poursuivre ou pas. Le rappel à la loi suffit. Alors, il n'y a pas de casier. On vous dit, madame, monsieur, c'est pas bien. Les biens ont été rendus, vous recommencez pas. Et puis, c'est quand même inscrit quelque part, on le sait, le parquet le sait, et ça permet d'éviter les redits. Donc, en réalité, on a déjà tout l'attirail. Maintenant, sur l'idée de légiférer ou d'en faire un principe, là, il y a un problème, effectivement, parce que ça fait un appel d'air. Vous ne pouvez pas dire et décréter tel type de vol ne sera pas poursuivi. D'abord, alors pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? Jusqu'à quel montant ? Qui ? Est-ce qu'on inclut la récidive, pas la récidive ? Vous voyez, c'est impossible de légiférer là-dessus. Et pourquoi ce serait le cas dans un supermarché, pas chez un petit commerçant ? Ou un pharmacien, pour des produits de première nécessité en matière de santé, qui sont au moins aussi importants que du paire de couches-culottes, finalement. Donc, je pense, modestement, qu'on ne peut pas légiférer là-dessus. Il ne faut surtout pas toucher les textes. Il y a de quoi faire, ça va très bien comme ça. Hors antenne, on avait mentionné, je ne sais pas si ça vous intéresse là, sur la situation aux États-Unis. C'est très intéressant. Voilà. Dites-le nous à San Francisco. Alors, en Californie, qui est très avant-gardiste dans pas mal de types de législation, parfois un peu trop, ils font un peu des essais. Il y a une proposition qui s'appelle la proposition 47 qui a été mise en place en 2014 avec des effets un peu pervers, il faut le dire, où ils ont considéré qu'en dessous de $950 de préjudice, alors ça inclut les petits délits du type consommation de drogue, transport de drogue, petit vol. Donc après, apprécier la valeur d'un bien, c'est pas toujours simple. Est-ce que c'est le prix de vente, le prix de la valeur réelle ? Enfin bon, ça c'est encore un autre problème. Mais sous $950, pas de poursuite. Enfin, il y a des poursuites pénales, mais elles sont diminuées. On passe grosso modo, en simplifiant, à une contravention. Alors l'idée au départ était finalement le cœur parlait. La raison malheureusement rattrape un petit peu quand même les pouvoirs publics, puisque ce qui se passe, c'est que si vous visitez San Francisco là, vous avez une kyrielle de son domicile fixe, souvent en plus dans une situation de précarité extrême, drogués, qui vont dans des supermarchés, volent, et personne ne bouge, parce que la police ne bougera pas pour une simple contravention, prenant le risque d'être elle-même agressée par quelqu'un qui est sous l'effet des stupéfiants. Donc, ils sont en train d'essayer de rétro-pédaler en se disant finalement ça ne marche pas. 0826 300 300, Richard est avec nous de Toulouse. Et Richard, rebonsoir, vous voulez réagir ? Ouais, vous avez bien résumé. En fait, je vais vous faire voyager, mais en partant côté Est. Si on va en Australie, on s'aperçoit qu'on a des petites affiches dans les magasins et où il est noté French Shopping Forbidden. Et en fait, ça veut dire les courses à la française, c'est du vol à l'étalage. Oui. En fait, on a la réputation de faire du vol à l'étalage. Et c'est une mauvaise réputation d'ailleurs, hein, puisque c'est à nouveau d'être assez mal perçu dans ces pays-là, et on pourrait se poser la question, comment sont arrivés ces gens ? C'était des boat people ? Non, ils sont arrivés en avion, ils ont payé un billet d'avion. En fait, c'est une habitude qu'on a en France. C'est vrai que, je dis pas tout le monde, mais on peut comme dit Virginie, gagner sa vie, avoir des moyens, et puis quand même faire du vol à l'étalage. Et moi, je pense vraiment, c'est une très mauvaise idée que de se poser cette question. Et je pense que Loïc a bien résumé aussi la problématique. Faire un appel d'air, ce serait catastrophique. Voilà. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'aides en France et il faut continuer à compter sur ces aides et puis aux dispositifs juridiques qui protégeront les gens dans l'ultime nécessité, quoi.
Vous restez avec nous, Richard, à moins que vous vouliez réagir, Non, Philippe, je juste voulais derrière. dire, tout ça, on va prendre Pascal. Je vous rejoins totalement, maître. Ça veut dire qu'on a besoin de parquets intelligents, tout de même. Voilà. Et on retourne au standard avec Pascal, qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonsoir Pascal, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir à tout le monde. Pour réagir à ce sujet-là, je suis particulièrement d'accord avec M. Bitter. Avec moi, vous. Attendez, on vous entend très mal, Pascal. On entend comme un criquet derrière vous. Non, visiblement, vous êtes en haut-parleur ou quelque chose, non? Allô, Pascal? Pascal, c'est coupé, ouais. Allez-y, allez-y. Donc j'étais d'accord avec M. Binger, et moi je voulais simplement dire que ça fait 2 ans et demi qu'on est en période de crise, que l'inflation augmente, le pouvoir d'achat lui n'augmente pas. Par contre, les grandes surfaces, eux, tous les prix augmentent, et je pense que dans cette période de difficulté pour tout le monde, il serait bien que tout le monde fasse preuve de solidarité, notamment les grandes surfaces, en rognant un petit peu sur leurs marges, et tous les intervenants de l'alimentaire et bien d'autres. Et aussi, dernier point, ce que je voulais dire, c'est que simplement dans ces périodes-là, où on connaît la crise, je ne comprends pas que le gouvernement n'intervienne pas. Les primes de 100 €, bon, certes, ça aide, mais c'est pas suffisant. Ça augmente de 15% ce mois-ci. C'était un peu moins le mois dernier. Et voilà, quoi. Donc, je pense que le gouvernement devrait bloquer les prix pendant une période, quoi. Et arrêter que les grandes surfaces et tout le monde s'engraisse sur le dos de tout le monde. Voilà. Il y avait des supermarchés qui proposaient aux gens, comme les banques alimentaires, vous savez, vous allez faire votre course, vous laissez un paquet de pâtes, et ils disaient, voilà, chaque fois qu'un client laisse un paquet de pâtes, le supermarché offre un deuxième. C'est ce qui était plutôt bien pour la solidarité. Mais pour ce vol aujourd'hui alimentaire, c'est vrai qu'on est très touché, René Chiche, par ces gens qui aujourd'hui n'ont pas de solution, en fait. Oui, ils font pas 3 repas par jour. Je ne voudrais pas apparaître durant ce débat comme le laxiste naïf qui refuse toute action. Comme les sans-cœurs. Exactement. Comme des sans-cœurs. René Chiche, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est un sujet très clivant, en fait. Mais bien, parce que je trouve que dans la société actuelle, il y a des gens qui subissent une telle pauvreté. Je trouve que donc, d'ailleurs, vous le disiez, Cécile, moi je parlais justement des grands supermarchés. Ouais. Je trouve que par exemple, une femme ou une personne âgée qui n'a vraiment visiblement plus 1 euro. Et moi, je peux vous le dire, j'ai vécu le cas d'une personne que je connaissais qui a vécu ça et qui n'avait vraiment plus 1 euro. Et alors, elle n'a pas volé, certes, mais elle était sur le point de le faire. Ce qui prouve que parfois des gens sont vraiment au bord du précipice. Alors, si quelqu'un vole 2 tranches de jambon ou un sandwich ou une canette de boisson, excusez-moi, le supermarché peut dire ok, ce n'est pas bien. Oui, sauf qu'on ne peut pas faire de cas particuliers. Vous savez très bien que les supermarchés, ils ont des vigiles, ils ont un service d'ordre. Les petits commerçants, c'est ceux qui sont les plus volés. Il n'y a pas de badge, en fait. Non, il y a aussi des vols dans les... C'est pas vrai. Il y a aussi des vols. Je dis, mais je parle, moi, des petits commerçants qui, pour eux, ont des manques à gagner qui sont énormes, qui sont régulièrement dévalisés par des petits larcins et qui n'ont pas de service d'ordre, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont à la caisse et quand vous sortez avec quelque chose, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, j'aimerais poser une question, mais dans le micro. Il y aurait quelque chose, un aléa de plus, me semble-t-il, si on suivait la pente généreuse de René Chiche. Non, mais sérieusement, je peux la comprendre. On risquerait d'entrer dans une politique des apparences parce qu'il est parfois facile de distinguer celui qui n'a pas un copec, si j'ose dire, mais la plupart du temps, on ne va pas faire de l'inquisition pour demander à une personne qui se sentira blessée, démontrez-nous que vous n'avez pas le mot de la fin, rapidement. Vous êtes en fragilité. Non, pour rebondir sur le propos de l'instant, effectivement, en pratique, je pense que c'est juste infaisable. Ouais. D'abord, c'est infaisable parce qu'il y a des critères qui sont impossibles à mettre en œuvre. Alors en France, on adore légiférer, on adore tout réglementer. Et puis c'est discriminant. Mais ça ne marche pas. Enfin, nous, on est les récipiendaires de décisions judiciaires depuis 20 ans, plutôt législatives depuis 20 ans, et les juges, comme les professionnels du droit, on rame pour essayer de remettre du sens dans des décisions, dans des décisions politiques qui, en général, vont par le menu vous expliquer comment ça doit se passer. Et ça ne marche pas. Donc concrètement, je ne crois pas que ça puisse se jouer de cette manière-là. En plus, effectivement, il y aurait une difficulté à
trancher entre tel et tel individu. C'est impossible. Non mais Merci travaillons sur la hausse du pouvoir d'achat plutôt que sur la dépénalisation ça, c'est un autre sujet. du vol quand même. Merci beaucoup, maître Loïc Guérin, avocat pénaliste. Merci d'avoir été avec nous dans quelques instants. Le moment tant attendu, j'ai envie de vous dire. Le quiz de l'actu, le Kikadi, tout ça, quoi, tout ça. Avec tout ce que ça comporte. Les engueulades, les mauvaises foi, les mauvais choix, tout ça. Richard, qui est notre vraie voix, va devoir choisir entre Virginie Calmels, entre René Chiche ou entre Philippe Bilger. Le choix est cornélien, je vous l'assure, c'est très compliqué. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, parce que vous avez été très sages ce soir exceptionnellement, on vous a fait un quiz extraordinaire. Allez, on envoie du bois tout de suite avec nos amis. C'est le quiz de l'actu, des vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et nous avons gardé un pénaliste avec nous parce que c'est important. Loïc Guérin est resté avec nous, avocat pénaliste. Entre les coups qui se mettent, les injures, etc. Il va avoir du boulot là. Excusez-moi, maître, est-ce qu'il y a une loi contre la mauvaise foi? Est-ce qu'il y a une loi pour ça? Non, alors je vais pas être désobligeant vis-à-vis de la classe politique, mais sinon on le saurait. Allez, Richard est avec nous. Richard, notre nouveau meilleur ami, Richard est avec nous. Vous décidez de concourir contre Virginie Calmels, contre René Chiche ou contre Philippe Bilger? En fait, s'il y en a deux, peut-être Loïc en plus, on sera 4. On va concourir contre le tueur. En fait, à ce jeu, c'est Philippe. Aïe. C'est incroyable. C'est toujours lui. Je vous dis pas la réputation. Les gens ont l'image de vous, c'est quand même dingue. Ils pensent que je sais tout. Alors les amis, on est parti. Donc Richard, vous êtes avec Virginie, avec René et bien entendu avec notre avocat préféré du jour, Loïc. Chers amis, voici la première question. C'est une question coquine. D'accord, ça c'est Philippe David. Quelle personnalité politique va faire la une de Playboy? Oula. Oui, c'est Schiappa. Oui, bonne réponse. Bravo. Marlène. Il commence fort. Bravo. Vous êtes abonné? Non, j'ai vu l'article avant d'arriver. J'en suis tombé de ma chaise. Mais c'est pas un Kikadi, là. C'est pas un Kikadi. Mais là, il y a Kikadi. Non, mais il y avait que des Kikadi. Mais comme l'info vient de tomber à l'instant, je me suis dit qu'il allait C'est de son plein gré. Oui, absolument. Mais puis je me permets de dire que vous êtes vicieuse. Oui. Absolument. Enfin, vous voyez mon vrai visage. Allez, Kikadi, que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers? Darmanin. Bonne réponse de Philippe Bilger qui égalise de partout. Il a pas tort, Richard, il est bon, Philippe Bilger. C'est une grande originalité, la réponse que je fais. Kikadi, un membre issu d'un syndicat, ils n'auront jamais assez de geôles et de juges pour nous faire taire. C'est pas un membre de, c'est pas Sud Rail, c'est pas un membre. Non, c'est Sud Radio ici. Oui, mais c'est un excité, donc. Matteux. Virginie Calmels. Olivier Matteux de la CGT Bouches-du-Rhône. On continue. Kikadi d'Emmanuel Macron, c'est la figure du chaos. Ah, là, je l'ai lu. On vous aide, c'est Mélenchon. Non, c'est de l'autre côté. C'est une femme. Le Pen. Oui. Non. La figure du chaos. Bon, vous aide. Elle est porte-parole. Et elle est députée du Var et elle a un nom à être députée du Var. Ah, c'est pas la reine Laure Lavalette, là. Laure Lavalette. Exact, oui. Il y a la ville de Lavalette du Var. Il a fallu des trucs pour vous faire gagner. Attention, Kikadi, Gérald Darmanin doit quitter ses fonctions. Il est dans le mensonge permanent. C'est pas Yannick Jadot? Bonne réponse. Bravo. C'est un métier. Et pourtant, c'est pas du cinéma et c'est pas de la chanson. Je connais tout. Il ne peut pas y avoir de violence policière car la police et donc l'État a le monopole de la violence légitime. Ça pourrait être Darmanin, non. Ça pourrait être pas au gouvernement. Quelqu'un d'intelligent. C'est un patron de parti. Partez là. Ciotti. Non. Ciotti, Retailleau. Non. Patron de parti, Marine Le Pen. Non. Zemmour. Bonne réponse de René Chiche. Éric Zemmour. Qui a gagné? On va écouter 10-2. Voilà.
C'est vous qui avez dit. Philippe le tueur. Eh bien, Richard, vous avez bien choisi. Philippe Bilger, vous avez bien raison parce que vous avez gagné. Bravo. L'équipe fait toujours un bon match face à un bon. En fait. Ouais, non, mais il est bon, Philippe Bilger. Généralement, il est bon. Richard, vous avez vu ma délicatesse. J'ai essayé de ne pas répondre. Je sais que des fois vous faites ça. Quand je vous disais l'article 12 du code civil, la mauvaise foi, ou du code de procédure. Allez, merci beaucoup. Restez avec nous. On revient dans un instant. On fait une petite pause et on revient avec la suite. Et c'est le coup de gueule. Un coup de gueule, oui. Sur le gaspillage de l'argent public pour cause de copinage. Oh, bah dites donc, ça va chier. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et vous avez bien fait de choisir les vraies voix, où que vous soyez. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche est avec nous, Virginie Calmels est avec nous. Et vos appels au 0826 300 300. Notre vraie voix, Richard, qui est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va revenir sur ce qui clique sur les réseaux sociaux avec Félix Massieu dans un instant. En attendant, le coup de gueule du jour, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. C'est un coup de gueule sur le gaspillage de l'argent public au copinage. Alors je pense au film de BHL, Slava Ukraini, qui a reçu 300 000 € de subvention de France Télévisions. Alors si le film était excellent et cumulait en conséquence les entrées, pourquoi pas? Mais le dernier navet de BHL a cumulé en 3 semaines... Non, c'est élogieux, navet, vous avez raison. A cumulé en 3 semaines dans les salles de France et de Navarre, et malgré une promotion médiatique énorme, 1024 entrées dans toute la France. Faites le calcul, ça fait 292,96 € d'argent public par spectateur, ce qui fait, à mon humble avis, franchement beaucoup. Pourtant, tous ces films ont été des bides. Le premier, dans lequel il avait fait tourner sa femme Ariel Dombal et Alain Delon, pourtant grande star du cinéma, avait été classé par Claude Chabrol parmi les 3 films les plus mauvais de l'histoire du cinéma et 2 films le plus con de l'année. Tous les suivants ont aussi fait des bides, mais pas de problème. L'argent public coule toujours à flot. Elle est pas belle, la vie? Bon, ben ça, c'est réglé. Alors, on n'ira jamais sur France Télévisions, merci beaucoup. Je trouve que votre indignation est justifiée et elle l'est d'autant plus que BHL, pour ce film comme pour les autres, l'autre a bénéficié d'une promotion exceptionnelle. Il faut dire que ça n'est pas un médiocre tout de même. Si on ne s'attache qu'à ces films, encore d'ailleurs certains les trouvent remarquables, le dernier sur l'Ukraine, mais vous avez... Pardon, c'est à ce point-là. Défendre BHL. Ces films ne sont pas si mauvais, ils se mettent à tousser. M'a mis en état de catalepsie. Non mais Philippe, vous indignez parce que c'est France Télé qui finance. Oui, c'est de l'argent public. À la limite, France Télé, on peut dire qu'ils sont encore dans leur domaine de compétences. Mais c'est encore plus gênant de voir des subventions de conseils départementaux, conseils régionaux, où là, on est sur de l'argent public qui, pour moi, n'est pas dans leur périmètre de compétences. Et on voit bien qu'à un moment donné, quand on cherche de l'argent, c'est peut-être aussi là qu'il faudrait regarder pour en trouver. Drahi a donné 50 000, c'est de l'argent privé, je m'en fiche. Par contre, vous avez raison, il y a eu la ProCirep, les régions, etc. Oui, au bout d'un moment, ce millefeuille territorial qui participe à des financements, notamment dans le domaine culturel, moi, ça me choque beaucoup moins quand c'est la télé, parce que pour le coup, c'est son périmètre. Alors, on finance des bons ou des mauvais projets, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est plus gênant, je pense, qu'il y ait autant d'argent public qui soit distribué par des acteurs et en millefeuille. René Chiche. Oui, parce que outre France Télévisions, dans le cinéma que je connais un peu, il y a aussi la fameuse commission d'attribution du CNC. Absolument. Oui, et c'est vrai que là, le système de copinage fonctionne à 300%. Et ça, c'est quand même un travers français. Ça, c'est vrai. Après, France Télé aurait pu le diffuser sur leurs antennes, ce film, plutôt que de le mettre au cinéma. On aurait gagné du temps. Ça, c'est sûr. Mais il y aurait probablement eu plus de 1024 spectateurs. Oui. Ils le diffuseront probablement après. Oui. Dans la période, j'imagine. Rendez l'argent. En troisième partie de soirée. Oui, c'est ça. Entre 2h et 4h du matin. Allez, on plaisante. Oui, ce qu'on appelle l'avance sur recette. Allez, c'est le top clic de Félix Massieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Faut qu'on lui laisse du temps quand même, Félix Massieu, c'est quand même son anniversaire aujourd'hui. Ouais. Et en tête du top tendance, c'est Félix Massieu ce soir. Non, j'en plaisante, on trouve. Le nom Sophie Binet.
Eh oui, Twitter ne parle pas que de moi quand même, faut pas exagérer. La nouvelle secrétaire générale de la CGT. La nouvelle secrétaire générale de la CGT, dont il est beaucoup question sur Twitter, puisqu'elle a été élue ce matin au congrès de Clermont-Ferrand. Élection en forme de coup de théâtre après le duel annoncé entre deux autres candidates, l'une de la direction sortante, l'autre des opposants internes. C'est donc une troisième femme qui l'emporte, un choix salué par beaucoup de responsables de gauche ce soir sur Twitter. Historique, s'exclame la députée LFI Clémentine Autain. Une femme, une féministe à la tête de la CGT en 2006, écrit Clémentine Autain. En 2006, Sophie Binet a contribué à faire tomber la loi sur le contrat première embauche. Et maintenant, aux retraites pour une CGT rassemblée et combative. Bravo et sororité à elle, écrit Clémentine Autain. Autre insoumise, mais cette fois du Parlement européen, Manon Aubry renchérit. Toutes mes félicitations à Sophie Binet, infatigable combattante de l'égalité femmes-hommes pour son élection à la tête de la CGT. Ayant milité avec Sophie à l'UNEF, je suis certaine qu'elle saura mener un syndicat rassemblé et combative. Voilà beaucoup de réactions dans cette veine sur Twitter ce soir, notamment évidemment chez les responsables politiques plutôt proches de la gauche. Et on y reviendra dans quelques minutes avec le tour de table de Virginie Calmels. Autre sujet, Philippe. L'Italie bloque ChatGPT, star de l'intelligence artificielle. Oui, l'Italie, premier pays dans le monde occidental, a bloqué ChatGPT pour des craintes liées à l'utilisation des données. Il y a 2 mois déjà, Rome bannissait un autre programme commercialisé comme étant un ami virtuel. Cette fois, donc, c'est ChatGPT, cette intelligence artificielle. Dans un communiqué, l'autorité italienne de protection des données personnelles prévient que sa décision a un effet immédiat. Elle accuse le robot conversationnel de ne pas respecter la réglementation européenne, de ne pas vérifier notamment l'âge des usagers mineurs. L'institution italienne souligne notamment que ChatGPT a subi le 20 mars une perte de données concernant les conversations des utilisateurs, avec des informations notamment sur le paiement des abonnés aux services payants qui ont été perdus, égarés. Le bug avait affecté quand même un peu plus d'1% des abonnés, un nombre indéfini d'utilisateurs gratuits. Avant-hier, c'était Elon Musk lui-même qui en appelait à mettre les intelligences artificielles sur pause. Le milliardaire est l'un des fondateurs de l'entreprise OpenAI, à l'origine de ChatGPT, dont il a ensuite quitté le conseil d'administration. Elon Musk, donc, accompagné de plusieurs centaines d'experts mondiaux, réclame une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles, celles qui vont au-delà de l'intelligence de ChatGPT 4, un peu le summum de ce qu'on fait en la matière actuellement. Ils évoquent des risques majeurs pour l'humanité. Moi, je me tourne directement vers Virginie Calmels. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce ChatGPT, puisque finalement, c'est l'instantanéité, le numérique, la technologie, l'innovation, on est à fond dedans. On parle d'une menace sur 300 millions d'emplois dans le monde. En fait, c'est comme souvent plus complexe qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que c'est comme un peu, si on revient en arrière, à l'avènement d'Internet. Ça a produit le meilleur, ça a produit le pire. Et là, l'intelligence artificielle, elle est dans nos vies, elle est déjà là depuis longtemps et elle va pouvoir apporter des choses extrêmement positives. Je pense qu'à terme, on aura des diagnostics dans le domaine de la santé qui seront tellement plus performants parce que la machine saura reconstituer, comparer des microns de tumeurs et ainsi de suite. Donc des diagnostics qui seront toujours meilleurs que l'œil humain. Pour autant, on voit bien que ça fait froid dans le dos quand on voit que ça va tellement vite qu'aujourd'hui de peur de pas maîtriser. Exactement. Donc il me semble intéressant et je regrette. Moi, j'avais fait une petite tribune en la matière en disant que c'est absolument dingue qu'on ait eu une élection présidentielle l'année dernière et que ces sujets n'aient même pas été évoqués. On n'a pas parlé intelligence artificielle, on n'a pas parlé de ce qui va révolutionner le monde et le monde du travail précisément. Et la réforme des retraites, pardon, mais on n'a pas non plus. De rien, et on n'a pas non plus évoqué cela, alors que ça a des répercussions tellement importantes. Et je trouve intéressant de voir ce que fait l'Italie, parce qu'effectivement, il y a un moment donné, c'est un sujet politique, et je trouve dommage qu'aujourd'hui, en France, je parle dans la classe politique, on ne se saisisse pas de ce sujet. Eh ben, on en parle beaucoup, tout de même maintenant. Les hommes et les femmes politiques ne sont pas prononcés. Non. Personne n'a dit qu'il fallait l'interdire. Voilà. On en parle dans les médias. On n'en parle pas, il me semble, en politique. Le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est dans quelques instants. On fait une petite pause et on revient tout de suite. À tout de suite. Nos amis Vraies Voix du vendredi pour les Vraies Voix. René Chiche est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, Virginie Calmels est avec nous, présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain dans les industries créatives. Et ils ont été extrêmement créatifs en matière d'actu. Ça tombe bien, c'est le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Pardon.
Tu as regardé les actualités régionales? Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu sur des sujets. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je pilote. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger. Je voulais parler, Philippe Bilger, de la hausse de l'immigration en France. Y a-t-il un risque pour le vivre ensemble? Oui, alors c'est intéressant parce que on a enfin, dans la plupart des publications, des données intéressantes et importantes sur l'immigration, qui a, si je compte bien, globalement, ça peut atteindre 13 millions. Et surtout, on a constaté une baisse du regroupement. 19 millions. 19, vous avez raison, Cécile. Baisse du regroupement familial avec arrivée vague des étudiants. Et tout cela, à partir du moment où ces immigrés ne posent pas de problème de moralité ni d'intégration, il n'y a rien à dire. Il y a des étudiants qui désirent véritablement apporter quelque chose à notre pays. Je ne voudrais pas que tous ressemblent à cet excité qu'on voit sur les réseaux sociaux qui déblatère sur les retraites et qui considère que son rôle en tant qu'étudiant étranger, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Donc, pourquoi pas? On a des données précises, fiables, on verra ce qu'on en fait. René Chiche. Écoutez, moi je trouve que si c'est une immigration à la fois contrôlée, si c'est une immigration effectivement plutôt estudiantine, moi ça me dérange pas du tout. D'abord, en plus, la France c'est pas le pays qui visiblement a le plus de titres de séjour cette année. Je crois que c'est l'Allemagne d'abord, et il y a même le Canada ensuite. Mais pourquoi pas? Après tout, on est maintenant dans une époque qui évolue, où il y a ce qu'on appelle une sorte de mondialisation. Moi, l'immigration, si elle est elle est contrôlée, si les immigrés respectent les lois de la République, je trouve que c'est plutôt un bienfait pour la République française. C'est un atout, c'est un plus. Donc je ne suis pas du tout opposé à ce genre d'immigration. Virginie Calmet. Je pense que c'est intéressant déjà d'avoir des chiffres, parce qu'en fait, souvent, on voit bien les positions politiques sont diamétralement opposées, mais jamais on part d'un constat commun. Et il me semble que c'est vraiment très intéressant, à un moment donné, de dire voilà le constat qui est du coup dépassionné, pour savoir de quoi nous parlons. Et d'ailleurs, derrière ces chiffres, ce qui est intéressant, là, c'est la question d'après, c'est finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, tant de millions ou de pourcentages d'immigrés, c'est intégré par intégré, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Ce sont des étudiants qui viennent s'éduquer en France mais qui repartiront, ou au contraire sont des gens qui viennent éventuellement abuser d'un système. Et donc derrière, moi je sais que c'est pas forcément à la mode, mais je pense qu'on a quand même besoin, peut-être pour apaiser aussi les débats politiques, de parler derrière des vrais chiffres. C'est vraiment clé de savoir quelles sont les tranches d'âge, quelles sont les origines. D'ailleurs, ça a été dit dans cette étude. Nous, on a plus par rapport à d'autres pays, c'est pas tant le nombre d'immigrés, c'est les origines qui sont sans doute liées aussi à notre histoire. Oui. On a plus de Maghrébins et d'Africains au sens large. Donc globalement, moi je suis très favorable à ce type d'études et à ce qu'on mette des chiffres sur la table, parce que j'ai eu plein de débats avec des gens très bien, mais qui me disaient c'est pas vrai, les chiffres c'est pas les bons. Quand vous dites il y a tant d'immigration, par exemple de demandeurs d'asile, vous voyez, plus de 100 000, vous avez des gens, au lieu de savoir si c'est bien ou pas bien de donner le droit d'asile à 100 000 ou combien on en conteste les chiffres. Voilà, ils contestent d'abord les chiffres en disant c'est pas vrai, il n'y en a pas 100 000. Donc en fait, si on ne part pas d'une base commune et qui soit donnée par un tiers de confiance, je pense que les débats sont en fait là, l'étude, c'est une étude sérieuse. Oui, tout à fait. On peut considérer qu'elle est sérieuse. Voilà, avec juste la petite réserve, c'est que même une immigration légale, si elle induit des modes de vie radicalement différents des nôtres, peut créer des problèmes. Merci beaucoup Philippe Bilger. René Chiche, les trois mousquetaires d'Artagnan qui sort le 5 Alors 5 cette avril. semaine, je voulais faire un petit tour d'actualité un peu culturel en fin de semaine. Je change. Les autres semaines, je fais un peu plus sérieux. Là, c'est aussi sérieux, mais quand même. Non, là, c'est vraiment un coup de cœur cinématographique pour un film vraiment formidable. Et je ne suis pas coproducteur, je ne suis pas attaché de presse du film. C'est donc l'adaptation des Trois Mousquetaires, les Trois Mousquetaires d'Artagnan, qui sort le 5 avril, qui a été réalisé par Martin Bourboulon, qui avait fait l'excellent Eiffel avec Romain Duris il y a un an. Ouais, c'est génial. Et alors là, franchement, cette adaptation, c'est totalement réussi, je le conseille pour toutes les familles. C'est une adaptation avec du panache, de l'action, du spectaculaire, avec un énorme budget certes, mais là, contrairement à Astérix et Obélix que j'avais, vous vous souvenez, un petit peu critiqué parce que je trouvais que c'était très médiocre vu l'ampleur du projet et le budget, mais là,
vraiment cette version des Trois Mousquetaires, vraiment, c'est un film qui, à mon avis, risque d'être un beau succès. D'abord, en plus, avec un quatuor de mousquetaires magnifique, parce que c'est François Civil qui joue d'Artagnan, vous avez Romain Duris, Vincent Cassel et Pio Marmaille qui jouent Athos, Porthos, Aramis, vous avez Louis Garrel qui joue Louis XIII, vous avez Eva Green qui joue Milady, et c'est un film qui fait vraiment honneur au cinéma français. Et en plus, c'est très très rare aujourd'hui les films de cap et d'épée qui sont en plus réussis, mais qui sont en plus maîtrisés à la fois en termes de scénario, de jeu, de décor. Ça a été tourné d'ailleurs uniquement en France. C'est très fidèle à Alexandre. Ah oui, c'est très fidèle. Et c'est surtout vraiment passionnant. Ça dure 2 heures. Et je trouve que c'est bien, des fois, de donner un petit coup de cœur culturel à l'auditeur de radio. J'adore les C'est un peu le contraire de BH. Voilà, Daniel. Ah oui, je voulais juste. Absolument. Je voulais juste rajouter qu'il y aura. C'est en 2 parties. Il y a une première version le 5 avril et il y aura le 13 décembre la seconde partie du film qui s'appellera Les Trois Mousquetaires Milady. Voilà. Mais vraiment, allez-y. Est-ce que c'est soutenu par France Télé? Non, je plaisante. C'est une bonne question, ça, oui. On va regarder. Oui, c'est possible, c'est possible. En tout cas, voilà, ça sort le 5 avril, mercredi. Voilà, mercredi, et ça donne très envie d'y aller. Virginie Calmels, Sophie Binet, on en parle depuis tout à l'heure et aujourd'hui. Maintenant, on va se manger sur le cabinet. J'y pense. Cécile, je voulais un peu aider Philippe. C'est pas toujours lui qui doit dire. Elle est bonne. Elle est très bonne. Non, je sais pas la meilleure vanne du monde. Nouvelle secrétaire générale de la CGT. Oui, moi j'avais envie de revenir là-dessus parce que je pense qu'il y a une petite révolution quand même. Ouais. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend bien compte. La première révolution, c'est que déjà on a choisi à la CGT la version la plus médiane, entre 2 positions, on va dire un peu plus radicales. Donc les latins disaient in medio stat virtus. On verra si Madame Binet apportera de la tempérance à un syndicat qui quand même a en général pris des positions toujours assez tranchées, radicales, tranchées. Donc je pense que déjà c'est un premier indice d'une grande révolution. On prend quelqu'un qui visiblement n'est pas radical. Deuxième révolution, elle est issue des cadres. Ça aussi, je tiens à le souligner, ça veut dire que ça va quand même donner une connotation différente peut-être au discours de la CGT. Et puis, troisième point, je ne peux pas m'empêcher de souligner quand même, chère Cécile, le monde change. Monsieur Matteux ne s'est pas présenté. Monsieur Matteux a essayé de faire un tandem avec Madame Verzelletti parce qu'en fait, il était décidé bien en amont que ce serait une femme qui devrait prendre la tête de la CGT. C'est pour ça que Martinez soutenait Madame Buisson, c'est Monsieur Matteux soutenait Madame Verzelletti et on est allé chercher une 3e femme. Alors je vous assure, messieurs, les temps changent et vous avez du souci à vous faire parce que au fond, ce qui me frappe dans cette élection, c'est que même les hommes n'ont pas osé y aller, pensant que les jeux étaient déjà faits pour une femme. Mais certainement, Virginie, mais j'aime bien l'idée qu'il y a eu apparemment, malgré des compromis durant la nuit, une vraie élection à la CGT. Oui, ça a l'air démocratique. Et si j'ose dire, vous ne croyez pas, Virginie, qu'un jour on aura une égalité totale, il arrivera qu'une femme médiocre occupe un poste important. Françoise Giroud avait en son temps souligné ça. Ça arrivera, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Alors, en 20 secondes, avec un petit peu d'humour, on passe de Philippe Martinez, Gérard Jugnot à Sophie Binet, Sophie Marceau. Vous voyez, elle a quand même beaucoup de charisme, cette Sophie Binet, je trouve. Et moi, je l'ai remarqué il y a quelques mois, même quelques années, dans certains débats. Et c'est pas pour être immodeste. Vous l'avez remarqué ? Oui, absolument. C'est pas pour être immodeste, mais je l'avais repérée et je trouvais qu'elle allait faire quelque chose. Et moi, je trouve qu'elle peut aller loin. On sait pourquoi il est le plus grand patron de presse. Voilà. Il voit les talents à l'avance. Non, mais sérieusement, Sophie Binet, je l'avais repérée bien avant. Mais en même temps, c'est pas la première femme qui est responsable d'un syndicat. Vous ne confondiez pas avec Verzelletti. Ah non, plus du tout. Non. Mais à la tête de la CGT, si. Oui, la CGT, oui, bien sûr. La CGT, oui. Il y a eu Nicole Nota avant, la CFDT. Il y a eu Carole Couvert, je crois, à la CGC. Non, mais on sait que vous savez que tout va bien. Voilà, j'ai pas fini. Il y en a une autre encore. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix, et on va revenir sur l'ultra-gauche qui est responsable des violences vis-à-vis des manifestants, enfin en tout cas dans les manifestations. Est-ce que l'ultra-gauche européenne cherche à déstabiliser la République? C'est notre question du jour. Pour l'instant, vous dites oui à 60%. On a envie de vous entendre là-dessus. 0826 300 300 et on vous attend au standard. Et bien entendu, pour commenter cette actualité, à tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus.
On vous souhaite la bienvenue. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe? Très bien. Oh, il est heureux, Philippe. Il est heureux. Je suis très heureux. Il est entouré de femmes. Il est entouré de son ami René. René, il n'y a pas de E à la fin. Enfin, s'il y en a qu'un seul. Dès qu'il est entouré de femmes. Oui, mais de femmes et de son ami René, j'ai dit. Et René ne m'en voudra pas, mais la présence de Virginie lui fait presque de l'ombre. C'est sûr. En tout cas, je suis vexé, là. On est ravis de vous retrouver. Et bien entendu, vous pouvez commenter cette actualité avec nous. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et ce que l'on entend partout, un groupe factieux, chaos, bordélisation, fragilisation de la République, le gouvernement et de nombreux parlementaires accusent l'ultra-gauche d'être responsable de la violence de certains manifestants contre la réforme des retraites. Et on vous pose d'ailleurs cette question. L'ultra-gauche européenne cherche-t-elle à déstabiliser la République? Vous dites oui pour l'instant à 60%, Philippe. Oui, Cécile. Et le président du groupe Les Indépendants au Sénat, Claude Maluret, a mis en cause l'ultra-gauche européenne qui, selon lui, cible la République et a pour objectif l'insurrection dans le pays. Est-ce que pour vous, l'ultra-gauche a pour but de causer le chaos, de causer une insurrection dans le pays? Que vous pensiez oui, que vous pensiez non, un seul numéro, le 0826 300 300. Et pour en parler, l'une de nos vraies voix, on est très fiers de la voir, François Pupponi est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Bonsoir. Ancien député, ancien maire socialiste de Sarcelles et auteur de ce livre à sortir le 10 avril. La gauche en perdition, LFI, Europe Écologie Les Verts, la NUPES, a une grande dérive aux éditions du CERF. Avant de revenir avec vous, François Pupponi, Philippe Bilger, justement sur cette ultra-gauche, est-ce qu'elle cherche à déstabiliser la République? Alors, d'abord très heureux évidemment d'avoir l'avis de François Pupponi. Il est évident que quand on constate le climat de ces derniers mois, on est obligé de prendre acte du fait que le désordre et la violence sont installés. Alors est-ce que, comment dirais-je, l'ultra-gauche a évidemment en partie le dessein de ruiner la République, de la saccager, de la rendre infidèle à ses principes. Ça, c'est le premier point. Est-ce que le deuxième ne serait pas qu'elle voudrait montrer d'une manière ostentatoire et là aussi très indicative le fait que l'État républicain est impuissant à la battre en brèche. Et troisième et dernier élément, et là je le soumets à l'attention de François, est-ce qu'au fond ces groupes ne sont pas animés en définitive par presque l'envie autonome de créer du désordre, de la violence, du saccage, au fond presque uniquement par un désir malfaisant de ruiner la tranquillité publique? Juste avant de revenir à nos vraies voix, je vais vous lire ce qu'a dit Claude Maluret au Sénat, président du groupe Les Indépendants au Sénat. Il a dit: l'ultra-gauche pyromane se moque des retraites et des méga-bassines. Son objectif, c'est l'insurrection. Sa cible, la République. Elle est bien décidée à battre pour faire de la France un nouveau Venezuela. Et je me tourne vers René Chiche. Alors, l'ultra-gauche, ça veut dire quoi? L'ultra-gauche, c'est une nébuleuse. Pour moi, et j'en ai discuté il y a quelques semaines avec un autre spécialiste aussi éminent que François Pupponi, Christophe Bourseiller, qui est aussi un grand connaisseur. Oui. Et bonsoir, cher François. Et donc, l'ultra-gauche, c'est une nébuleuse qui réunit des gens qui sont à la fois anticapitalistes, anti-syndicats, anti-médias, antifascistes, antiracistes, des féministes, des écologistes, etc. Mais est-ce que tous ces gens sont de l'ultra-gauche? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une véritable ligne politique? Alors maintenant, pour répondre en bon élève à la question que vous avez posée, après j'aurai une question à poser après à François, est-ce que l'ultra-gauche européenne, d'abord je ne sais pas qu'est-ce que l'ultra-gauche européenne, même si on sait parfois qu'il y a des gens qui viennent de Belgique, d'Allemagne, d'Italie, de Hollande ou d'Angleterre, je ne sais où, est-ce que l'ultra-gauche peut déstabiliser la République? C'est ça la question. Eh bien moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que les quelques casseurs autonomes que l'on voit actuellement, et que l'on voit, franchement, on a la mémoire courte, que l'on voit quand même depuis toutes les manifestations, depuis que je suis né, je vois des autonomes, des casseurs, etc., qui font autant de violence. Est-ce que ces gens sont capables de déstabiliser une république, un État, une puissance comme la France? Je ne crois pas. Pourquoi? Je vais résumer vraiment en 10 secondes pourquoi, à mon avis. Parce que pour déstabiliser une république, il faut une véritable organisation qui a des ramifications dans l'appareil d'État. Il faut une organisation qui a des hommes, des moyens financiers, des moyens humains importants. On ne déstabilise pas comme ça une république. Excusez-moi, en 68, la République a
a été quand même gravement attaqué, parce que sinon Général de Gaulle ne serait pas allé s'assurer le soutien de l'armée à Baden-Baden. Allez, Virginie Calmels. Je crois que comme tout le monde, j'ai été particulièrement choquée par le véhicule de gendarmerie qui brûlait à Sainte-Soline. Et ça, ce sont des images qui, en fait, condamnent effectivement l'ultra-gauche. Alors, René Chiche semble dire on n'est pas sûr qui sont, etc. Mais il y a quand même à un moment donné, et je pense que l'occasion m'en est donnée, de saluer nos forces de l'ordre. Moi, je reste convaincue que la République a besoin d'avoir des garde-fous. Et aujourd'hui, que ce soit la police ou la gendarmerie, ils effectuent un travail incroyable au quotidien. Et je pense que chaque occasion devrait leur être donnée de leur rendre hommage. On a rendu hommage aux soignants pendant le Covid et on devrait continuer d'ailleurs à leur rendre hommage, vu les conditions dans lesquelles ils travaillent. Mais les forces de l'ordre, c'est capital. L'ultra-gauche, elle véhicule l'idée que c'est la police qui tue. Et ça, c'est, de mon point de vue, le fondement d'une parole qui vient vraiment mettre à mal la République. Voilà. Parce que les forces de l'ordre, c'est ce qui nous protège, c'est ce qui nous défend. Ce n'est pas ce qui crée le problème. Et tant qu'ils véhiculeront cette idée, ils le fragiliseront, pour ne pas dire vraiment, à un moment donné, créeront un problème sur les fondements même de la République. François Pupponi. Non, bien entendu qu'on a eu... Alors, c'est plus une ultra-gauche, on a la gauche, puisque la NUPES regroupe le Parti communiste, le Parti socialiste, LFI, les Verts. Donc la gauche a décidé effectivement de s'attaquer aux institutions. Alors, ça vient de LFI et du rêve de Jean-Luc Mélenchon, qui est un trotskiste, qui a toujours considéré qu'il devait renverser les institutions. Il est, lui, révolutionnaire, c'est qu'il veut... Il veut prôner la révolution pour qu'on renverse le système, et ils essaient de le faire. Alors, on prend un exemple très précis. C'est déroulé le débat sur les retraites. Et alors, on peut être pour, on peut être contre, on peut considérer que le gouvernement s'y est pas bien pris, mais il a respecté les institutions. Il a appliqué la Constitution. Enfin, on verra ce que dira le Conseil constitutionnel. Mais justement, il y a le Conseil constitutionnel qui est là pour dire les institutions ont été respectées ou pas. Et que fait la NUPES et les filles en particulier? Ils disent, nous, on l'a pas gagné dans l'hémicycle, donc on va le faire dans la rue. Donc ils disent, nous, on ne reconnaît pas le fonctionnement normal de nos institutions. On veut... le chaos. On ne les reconnaît pas. On veut se battre contre elles. Et ils appellent les gens qui sont contre à descendre dans la rue et accessoirement à attaquer les forces de police et les forces de gendarmerie. Donc oui, c'est un côté révolutionnaire, insurrectionnel, et de remise en cause de nos... Ils considèrent que nos institutions ne sont plus légitimes, ce qui est, en démocratie, extrêmement grave. On réagit au 0826 300 300 direction l'Hérault. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pensez que l'ultra-gauche cherche à déstabiliser la République comme 60% des auditeurs sur Twitter? Je pense que non seulement elle cherche à la déstabiliser, mais qu'elle est en train de la déstabiliser en profondeur. D'une part par les actions qui sont menées par les ultras, et puis surtout par le lent pourrissement interne de la société, en particulier de l'université, des écoles. C'est absolument incroyable ce qui se passe en France, et on ne réagit pas face à ça. Et moi, je suis très inquiet. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Montpellier, et nous sommes bloqués. On ne peut plus accéder à nos bureaux, on ne peut plus rien faire. Tout ça à cause d'une minorité, et c'est vraiment préoccupant. Moi, je pense qu'il faut réagir. Il y a vraiment un danger mortel pour la République, parce que par rapport à ce que disait un de vos intervenants, mais en fait, toute l'administration est gangrénée. En fait, il faut bien comprendre que toutes ces idées perfusent dans toutes les couches de l'administration, dans les ministères, et on a un vrai problème d'intolérance politique, d'action. On tyrannise les gens, on les empêche de s'exprimer, il y a des AG, les votes évidemment sont toujours en faveur des blocages, mais enfin il faut voir ça de l'intérieur, c'est absolument incroyable ce qu'on est en train de vivre. Vous restez avec nous Stéphane. Philippe Bilger, vous vouliez réagir? Oui, j'aimerais poser une question à François. Est-ce que on ne peut pas dire que le vert s'est mis dans le fruit démocratique, si j'ose dire, François, il y a quelques années, à partir du moment où on a opposé un petit peu de manière obsessionnelle la légitimité à la légalité.
je pense par exemple à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Quoi qu'on pense de lui, il n'était pas normal en permanence, comme l'ont fait les Gilets jaunes et même lors de sa réélection, de mettre en cause la légitimité de son élection. Est-ce que ça n'est pas à partir de là que ça s'est véritablement dégradé? Oui, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était révélateur de ce que pensent un certain nombre de partis de gauche. Le basculement, c'est quand Jean-Luc Mélenchon prend le pouvoir à gauche. Parce que tant que le mouvement révolutionnaire et anti-institutionnel était extrêmement minoritaire à gauche, et qu'il y avait des partis de gouvernement comme le Parti socialiste, les choses se passaient plutôt bien. C'est qu'on respectait, la gauche respectait les institutions. Le jour où Jean-Luc Mélenchon a pris le leadership, effectivement, et Philippe a raison, on a systématiquement, à travers les Gilets jaunes ou d'autres mouvements, mis en cause le vote démocratique. Et c'est ça qui est terrible avec la gauche actuellement, c'est qu'elle ne reconnaît pas, elle ne reconnaît plus le vote. Mélenchon avait plus ou moins expliqué qu'on l'avait volé en 2017. Il considère qu'effectivement, le lendemain de l'élection, le président n'est pas légitime puisqu'ils disent nous, il y aura un troisième tour. Ils inventent, qui était intelligemment fait d'ailleurs au niveau politique, ils inventent le fameux troisième tour et c'est moi qui vais gagner le troisième tour. Donc ils remettent systématiquement, effectivement, le verre était dans le fruit, systématiquement en cause le vote démocratique des citoyens. Et c'est ça où c'est dangereux et c'est ça où ça correspond à la remise en cause du système institutionnel. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300 avec Patrick qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonsoir Patrick, merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Merci de me laisser la parole. Je voulais dire simplement que vous parlez de l'ultra-gauche, on peut parler de l'ultra-droite, on peut parler de tout ça. Imaginez un père de famille qui a des enfants qui sont insupportables. La faute n'est pas aux enfants, c'est au père de famille. Le père de famille de la France, c'est Monsieur Macron. Depuis qu'il est président, on n'a pas un week-end sans manifestation. Le problème vient de lui. Il n'arrive pas à gérer cette famille qu'est la France. Le problème vient de là. Après, on peut parler de tous les problèmes secondaires, mais il n'est pas capable de gérer ce pays. C'est pas possible. Oui, vous le comprenez. Vous êtes en train de discuter sur la gauche, tout ça. C'est toutes les semaines qu'il y a quelque chose depuis qu'il est président. Vous comprenez bien qu'il va falloir à un moment donné. Il n'est pas capable de gérer. Il n'est pas capable de gérer Emmanuel Macron. Philippe, est-ce que finalement ce désordre, c'est un laisser-aller? Il a juste été élu. Oui, le raisonnement de notre auditeur est tout. Patrick, pardon. Je sens qu'il y a tout de même un sophisme quelque part. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron est responsable de tous les maux qui l'accablent, notamment parce qu'on s'oppose même à certaines actions qu'il mène qui sont totalement légales, voire légitimes. René Chiche veut réagir. Restez avec nous. Alors je voulais réagir en fait en posant, si je peux me permettre, deux questions à François Pupponi. François, c'est quoi et c'est qui l'ultra-gauche européenne? Parce que je voudrais revenir au débat, à la question du débat là. On ne parle pas finalement de Macron qui gère ou pas. Le débat c'est ça quand même. Voilà. C'est qui et c'est quoi l'ultra-gauche européenne? Et est-ce qu'on doit automatiquement lier l'ultra-gauche, parce que pour moi l'ultra-gauche c'est les violents, c'est les casseurs, c'est les autonomes, etc. Et la gauche, même si elle est outrancière et dont je ne partage absolument pas les idées, la gauche de Mélenchon, est-ce qu'on doit automatiquement les lier? Parce que si on les lie vraiment comme vous semblez le faire, cher François, c'est grave pour la démocratie. À ces conditions, la France insoumise, Mélenchon sont quasiment des gens hors la loi. Donc il faudrait vraiment intervenir à ces conditions. François Pupponi. Deux choses. La première, il y a des mouvements de l'ultra-gauche dans toute l'Europe. C'est principalement les Black Blocs, mais pas suivant. Il y a des mouvements révolutionnaires dans toute l'Europe, dans toutes les grandes capitales européennes, qui se structurent. Et on l'a vu cette semaine pour l'histoire de la Grande Bassine. On a interpellé des militants d'extrême gauche, allemands, italiens, qui font partie d'une structure européenne et qui viennent. Alors, on avait déjà connu ça dans les G7 ou les G20, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des regroupements de gouvernants, des regroupements de capitalistes, ils viennent et ils créent du désordre, ils attaquent les forces de l'ordre parce qu'ils sont en lutte contre le système capitaliste et contre les gouvernements en place. Donc ça, c'est une réalité bien connue par les services de renseignement.
par rapport à l'attitude de la France. Juste, je me permets juste une toute petite remarque pour vous interrompre, cher François. Mais est-ce que ces autonomes, ces mouvements, est-ce que ça peut déstabiliser la République? Non, pour moi, non. Vous savez, attendez, oui et non, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé ce week-end par rapport à la Grande Bastille. Les forces de l'ordre sont là pour faire respecter la loi, puisque ces bassines avaient été autorisées par les tribunaux après des décisions des maires. C'était pas le gouvernement d'ailleurs. Bon, on attaque les forces de l'ordre, et le lendemain, les forces de l'ordre se retrouvent en situation d'accusation. C'est-à-dire qu'on essaie d'empêcher les forces de l'ordre de rétablir l'ordre. Et c'est là où elles déstabilisent l'institution. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une centaine d'avocats, et des avocats, pardon, qui ont engagé une centaine de plaintes. Les policiers et les gendarmes sont mis en cause systématiquement. Donc la stratégie de ces organisations, c'est on crée du désordre et on met en cause les institutions républicaines que sont la police et la gendarmerie en leur disant vous êtes responsables, vous, du désordre. Et le ministre de l'Intérieur est responsable, et le président de la République. Et pourquoi je dis qu'elles sont liées aussi à la France Insoumise? Si vous écoutez les questions posées par la France Insoumise au gouvernement lors des questions d'actualité, c'est systématiquement pour mettre en cause la police et le ministre de l'Intérieur, voire le président de la République. D'ailleurs, Gérald Darmanin a très bien répondu, ils n'ont pas dit un mot pour apporter, pour apporter leur soutien aux forces de l'ordre. Moi, j'ai jamais vu des députés qui ne disent pas d'abord on soutient les forces de l'ordre, on apporte notre soutien aux policiers blessés, et puis après on peut éventuellement dénoncer quelques dérives. Oui, mais eux non, ils mettent en cause la police, le ministre de l'Intérieur, voilà. Et donc c'est une volonté stratégique. Alors dès lors qu'ils sont plus d'une trentaine à l'Assemblée, ils attaquent à l'Assemblée. Et ensuite, ils disent ils passent. Vous savez, moi j'ai assisté à Sarcelles à des réunions, à des manifestations, où les manifestants disaient la police française est négrophobe. Elle tue des Noirs parce qu'ils sont Noirs, en présence de députés de la France Insoumise. Donc le problème des députés de la France Insoumise, c'est qu'ils crédibilisent le discours du désordre. Merci beaucoup François Pupponi, ancien député et maire socialiste de Sarcelles, auteur de La gauche en perdition, LFI, Europe Écologie Les Verts, NUPES. La grande dérive, c'est aux éditions du Cerf et ça sort le 10 avril prochain et viendrez bien entendu nous en parler chez nous. Vous restez avec nous, il y a pas mal de réactions au 0826 300 300, ça sonne beaucoup. On revient dans quelques instants, le temps de faire une petite pause, à tout de suite. Toujours un petit peu, je l'ai dit le jour, c'est comme les fingers, vous savez, il y a toujours un petit bout de finger dans les paquets de gâteaux. 0826 300 300, on est toujours avec Philippe Bilger, on est toujours bien entendu avec René Chiche et Virginie Calmel. C'est Samy qui nous appelle de Paris. Bonsoir Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir tout le monde, merci de me donner la parole et merci d'exister. C'est un très beau compliment. On ne pourrait pas le dire de beaucoup de gens. On est d'utilité publique, on n'arrête pas de le dire. Samy, on vous écoute. Rapidement, je vais pas être lent. J'ai entendu le débat. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui se dit. Alors, je ne cautionne pas du tout les violences. Oui. J'exerce une profession libérale, donc je suis moins bien placé pour plutôt être du côté de la gauche, mais j'ai un autre point de vue. D'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que on est en train de chercher à chaque fois un coup de volant à droite, un coup de volant à gauche. Alors, à un moment, c'est ultra, extra, méga. D'ailleurs, j'ai toujours une question, c'est comment on arrive à distinguer des hommes encagoulés tout en noir et à distinguer qui sont de droite ou de gauche, puisqu'on ne sait pas qui ils sont. Sauf si on sait qui ils sont, mais bon, c'est un autre débat. En fait, ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, en France, au Maroc, en Algérie, plusieurs pays, c'est qu'on assiste en fait à des révoltes sociales qui sont dues au fait qu'il y a un néolibéralisme exacerbé, où l'État se dessaisit de plusieurs dossiers qui sont censés être des dossiers régaliens, comme la santé, etc., etc. Donc les gens trouvent qu'ils perdent leurs acquis. Première étape, ils se réfugient entre les bras des syndicats. Ils voient qu'il n'y a pas de résultat. Deuxième étape, ils se réfugient dans les partis politiques de gauche qui se cherchent eux-mêmes. Ils trouvent qu'il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce que ça génère? Et je ne le cautionne pas encore une fois, la violence et des réactions violentes. J'ajoute pour terminer que ça jette ce genre de process, malheureusement, jette l'opprobre sur des policiers qui d'ailleurs, heureusement, ils sont là, parce que finalement, aux yeux de beaucoup, ils deviennent quoi? Ils deviennent une milice qui protège des néolibéraux exacerbés qui sont eux-mêmes violents et qui apparaissent eux-mêmes comme étant violents parce qu'ils font perdre aux gens leurs acquis. Pour moi, c'est ça mon analyse. Alors, je ne suis pas sociologue, mais je pense qu'il y a un peu de ça.
C'est que mon avis. On va faire parler Virginie Calmel, ça l'a pas beaucoup parlé. Je voudrais juste rappeler que quand même il y a eu des manifestations contre cette réforme des retraites qui étaient totalement non violentes. Les gilets jaunes au début des mouvements, c'était totalement non violent. Donc quand vous expliquez qu'il y a une sorte d'escalade liée à l'impuissance, oui, ça peut créer de la colère, ça c'est certain. Mais un peu comme tout à l'heure sur le débat sur le vol, c'est que cette colère, elle se traduit pas nécessairement par de la violence. Et quand même, quand on regarde les Black Blocs, et le sujet pour moi est un sujet politique, il y a un moment donné, les citoyens honnêtes ne comprennent toujours pas pourquoi on n'arrive pas quand même à mettre ces personnes sous les verrous. Exactement. Et je rappelais l'affaire Malik Oussekine, je pense qu'on ne peut pas continuer dans notre pays à vivre avec une interdiction pour les policiers et les gendarmes d'utiliser des moyens qui sont simplement des moyens normaux comme utilisés ailleurs pour se défendre, de peur d'une bavure, et monter tout le temps en épingle la moindre bavure, et elle est condamnée. Je crois que franchement les forces de l'ordre sont très très surveillées de ce point de vue-là. Et à côté de ça, quand un camion brûle ou des policiers sont attaqués ou brûlent dans leur voiture enfin ils ont carrément été tués dans leur domicile et ainsi de suite, finalement ça fait 2 jours d'infos, alors que là l'extrême gauche monte en épingle la moindre bavure de la police. Un dernier petit mot, Philippe. Samy, je trouve qu'une partie de votre argumentation, je la trouve pertinente, mais comme vient de le dire Virginie Calmel, il y a une autre part de la violence qui ne me semble pas résulter de déception par rapport aux pouvoirs officiels, mais une libération de celle-ci par une sorte de malfaisance. Je le crois volontiers, et malheureusement c'est triste sur la condition humaine. Merci beaucoup Samy, en tout cas de votre témoignage. Et de votre fidélité. Mille fois. Merci mille fois Philippe Bilger comme d'habitude. René Chiche aussi. Et puis bien sûr Virginie Calmel. Du talent. Ça c'est sûr. Mais, tranquille, zen. La force tranquille, ça me rappelle quelque chose. Un peu comme moi. Bien sûr. En tout cas, ça continue avec Philippe David. On va vous parler sport. Oui, 29e journée de Ligue 1. Ça commence ce soir avec OM Montpellier et ça se conclut avec un match PSG-OL, avec un PSG en pleine crise. Et on sera avec Clément Perniat, journaliste football, pour décrypter cette journée de Ligue 1. Et moi, je vous retrouve avec Philippe David lundi à partir de 17h. Passez un beau week-end. Salut et merci beaucoup aux équipes de Sud Radio. Merci à toute l'équipe. Merci Benoît, merci Aude, merci Maya, Aurore et Justine. Et Audrey, on vous embrasse et bon